Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. Salut chères personnes abonnées, bienvenue au 14e épisode spécial. Aujourd'hui, je réponds à 3 questions. La première question vient de Marc-André qui me dit « Si tu te cherches un sujet pour un prochain épisode, j'aimerais t'entendre sur le equityclock.com, donc EQUITYCLOCK.com, qui parle de season timing, là, season investing, donc d'essayer de se timer par rapport à la saisonnalité des différents investissements, ça va être plus clair tantôt, des 40 dernières années. Donc, lui, il dit qu'il suit ça depuis 6 mois, puis à date, c'est quand même efficace. Donc, il dit qu'il suit juste le SP500. Donc, on voit ça plus loin. Donc, qu'est-ce que je pense d'essayer de se timer selon la saisonnalité des différents types d'investissements? Donc, ce que j'ai répondu, c'est que la stratégie de l'Equity Clock, donc le site, repose sur l'observation de tendances saisonnières dans les performances des marchés boursiers et des secteurs économiques. C'est une stratégie qui suggère que les marchés boursiers et les différentes industries traversent des périodes de force et de faiblesse à des moments spécifiques de l'année, ce qui peut être exploité pour prendre des décisions d'investissement. L'idée derrière ça, c'est qu'il y a certains secteurs ou marchés qui ont tendance à performer mieux à certains moments de l'année en raison de facteurs saisonniers, de cycles économiques ou d'événements spécifiques. Par exemple, il y a certains secteurs qui pourraient être plus performants pendant l'été, alors qu'il y a une demande accrue pendant les vacances, alors qu'il y en a d'autres qui pourraient être plus forts pendant l'hiver en raison de dépenses, par exemple, liées aux événements comme Noël. Donc, la stratégie de l'Equity Clock, là, du season investing, je le dis différemment à chaque fois, mais vous comprenez, ça implique généralement les étapes suivantes. Donc, il faut, 1, identifier les cycles saisonniers. Ça se dit bien cycle saisonnier, j'aurais dû commencer avec ça. Donc, les investisseurs vont examiner les performances historiques des différents secteurs ou différents marchés à travers les différentes saisons dans l'année pour identifier les périodes de force et de faiblesse. Deuxième étape, ils vont allouer leurs allocations leur répartition basée sur ces cycles-là. Donc, en fonction des cycles saisonniers, les investisseurs vont allouer une partie de leur portefeuille de manière à surpondérer certains secteurs ou qui ont tendance à être plus forts pendant certaines périodes de l'année pour en surpondérer d'autres à d'autres moments de l'année. Troisième étape, c'est de surveiller et d'ajuster. Donc, les investisseurs vont surveiller constamment les performances des différents secteurs et vont ajuster leur allocation en conséquence à mesure que les saisons changent. Et quatrième étape, la diversification. Donc, bien que la stratégie se concentre sur les cycles saisonniers, c'est important de maintenir une certaine diversification pour réduire les risques associés à une exposition trop grande à un seul secteur ou un seul marché. C'est important de noter que la stratégie des cycles saisonniers est basée sur des observations historiques et des tendances du passé. Donc, ça signifie ça ne peut pas fonctionner de manière constante d'une année à l'autre. De plus, cette stratégie-là peut être influencée par différents facteurs comme les événements économiques, les événements mondiaux, l'actualité, les taux d'intérêt, etc. Donc, je suis allé voir sur le site d'equityclock.com et il propose différents graphiques selon les indices, les secteurs et les industries. Donc, je nomme pas tout, là, mais sur le site, il y a 4 grandes catégories graphiques. Il y a les commodités, donc tout ce qui est or, argent, cuivre, gaz naturel, pétrole. Il y a les industries, donc il y a des différentes industries comme agriculture, airlines, là, tout ce qui est avion, voyage, auto, banque, métaux, chemin de fer, immobilier, real estate. Donc, il y a différentes industries. Il y a aussi les secteurs comme énergie, matériaux, industriels, santé, finances, techno, etc. Et il présente également les principaux indices comme le TSX, le SP500, le Nasdaq, etc. Donc, si on regarde le SP500, selon cette stratégie-là, si j'investis sur le SP500, je devrais investir du 28 octobre jusqu'au 5 mai. Donc, le 28 octobre, je devrais placer toutes mes billes dans le SP500 et je devrais retirer mes placements le 5 mai pour les placer ailleurs. Donc, si je regarde dans le graphique, on voit que le Nasdaq,
il est plus performant du 15 avril au 17 juillet. Donc, je pourrais enlever mes billes du SP500 et les mettre dans le Nasdaq jusqu'au 17 juillet. Ensuite, je pourrais les enlever et les placer dans j'essaie de voir, je pourrais les placer dans l'exploration de pétrole, qui est du 23 juillet au 20 septembre. Donc, si je vais plus simplement, là, parce que mon exemple n'est pas super bon, mais je pourrais placer mon argent dans le SP500 du 28 octobre au 5 mai et ensuite dans ce qu'il appelle l'indice de volatilité, que lui est bon du 3 juillet au 9 octobre. En gros, le principe, là, c'est d'essayer d'identifier des industries, des secteurs ou des indices ou des commodités qui surperforment à certains moments de l'année. Pour le TSX, donc l'indice canadien, ceux qui sont curieux, c'est du 28 octobre au 5 juin. Donc, sur le site, ils nous proposent un portfolio, bien sûr, inspiré des cycles saisonniers et ils nous le vendent. Donc, attention à leurs statistiques. Le portfolio n'est pas si clair non plus. Donc, sur leur site, on peut voir tout ça, là, ce que je viens de vous dire. Si vous êtes curieux, allez le voir. Donc, c'est des données sur 10-20 ans, mais il ne faut pas oublier que sur 10 ans, il y a eu pas mal de marchés aussi dernièrement également. Donc, pour moi, pour que le site soit en fait pertinent, ou plutôt qu'on puisse y faire confiance, pour moi, il faudrait que les données soient basées sur des statistiques qui viennent beaucoup plus loin, surtout que le passé n'est jamais garant de l'avenir, surtout sur des données qui proviennent des 10 dernières années. En gros, c'est une stratégie quand même plus complexe là, d'investir selon les cycles saisonniers, puis je ne trouve pas de données scientifiques ou rapportées ailleurs que par eux qui viennent vraiment soutenir ça. Autre le livre, là, on avait parlé un petit peu dans le livre de Tony Robbins, là, je ne me rappelle plus le numéro d'épisode, qui disait d'investir selon les cycles saisonniers également. Il y a aussi le risque, selon moi, qu'on peut manquer certaines journées extraordinaires sur certains indices, qui n'est jamais idéal quand on essaie de timer le marché. Donc, pour moi, ce n'est pas une stratégie qui m'intéresse. Je préfère demeurer investi de façon continue. C'est plus simple également sur les principaux indices. J'aurai peut-être tort à long terme, qui sait, mais je vis très bien avec ça. Merci quand même, Marc-André, pour l'info. C'était super intéressant à lire pour quelqu'un qui est curieux comme moi là, pour essayer de découvrir différentes façons d'investir. Ça pourrait être une stratégie que j'ajoute un jour dans les stratégies que j'expérimente. Donc, dire, OK, qu'est-ce que ça te donnerait si je développais ma stratégie parfaite de cycle saisonnier? Mais pour l'instant, je n'ai pas le temps de la développer. Donc, on verra bien dans l'avenir. Deuxième question, elle provient de Danick. Donc, Danick disait « Bonjour, j'ai découvert ton podcast il y a 2 semaines. J'en suis à l'épisode 11 et je l'apprécie vraiment. Merci pour ton travail. » Il me disait « J'ai une question concernant les FNB pour les actions américaines qu'on achète à partir d'un CELI parce que je disais, moi, sur le podcast que j'avais que je détenais du VEQT et XEQT. Mais il dit que s'il ne se trompe pas, la partie des dividendes qui provient des entreprises américaines ou d'autres pays que le Canada vont être imposés à environ 15% avant d'être versés dans le compte. Donc, en gros, je résume, là, quand on reçoit un dividende américain d'un autre pays, américain ou un autre pays que le Canada, il y a des règles fiscales qui font en sorte que vous allez être imposé sur votre dividende, même si c'est dans un CELI. Donc, sa question, est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter des FNB comme VFV dans un CELI? Donc, VFV, c'est l'indice, le FNB canadien qui suit le SP500, donc l'indice américain. Ou est-ce qu'on devrait plutôt acheter des FNB qui contiennent seulement des entreprises canadiennes et garder VEQT ou VFV pour des comptes non enregistrés? Merci pour ton temps. Bonne journée. Donc, il y a beaucoup de chiffres dans ma réponse. Là, je vous préviens. Donc, je salue Danick. Merci de m'écouter. Pour répondre à ta question qui est très pertinente, c'est vrai que vite de même, on pourrait se dire que ce serait mieux d'aller 100% canadien pour ne pas payer ces frais-là sur les dividendes. Cependant, ça serait d'avoir un énorme biais d'investissement local, donc juste d'investir dans ton pays, alors que le marché canadien représente 3% environ du marché mondial et qu'il n'y a pas eu un historique de performance si élevé non plus. Donc, si ton CELI et ton REER sont juste avec des actions canadiennes parce que tu as peur de l'imposition du dividende américain dans ton CELI, bien, je pense que tu es perdant à long terme. Il ne faut pas oublier non plus que tu as déjà tous tes autres actifs ici au Canada, donc ta maison par exemple, etc., ce qui augmente le risque d'en avoir encore plus avec toutes tes actions investies ici. Au-delà de ce détail géographique-là, là, si on regarde le dividende du SP500 dans la dernière année lorsque j'ai répondu à Danick, donc c'est peut-être même en 2022 là, ou début 2023, donc soyez prudents avec les chiffres que je présente là, il y a environ 225 $ qui auraient été retenus en impôts si tu avais 100 000 $ investis. Donc, si tu avais 100 000 $ investis, tu reçois 1 500 $ de dividendes.
c'est à peu près 225 $ que tu perds en imposition. Donc, 225 $ sur 100 000 $. Je suis le premier là, à essayer d'optimiser au maximum mes rendements, mais je préfère payer cette pénalité-là, cet impôt-là, et profiter du rendement du marché américain. Parce qu'en effet, si on compare le rendement du TSX avec le SP500 américain depuis 20 ans avec un placement initial de 100 000 pour rester dans le même exemple là, de 2003 à 2022, il y a un rendement d'environ 11 % avec le SP500. Donc, c'est à peu près 894 000 qu'on se retrouve dans nos poches après 20 ans. Si vous aviez juste eu le TSX depuis 20 ans avec un rendement moyen de 7 %, donc pour le même placement de 100 000 $, tu te retrouves avec 404 000 $ au lieu de 894 000. Si j'enlève 1 % du rendement du SP500, alors que la réalité, c'est plutôt 0,22 % que j'aurais dû enlever avec la pénalité du dividende, la différence n'est plus de 490 000 $, mais quand même de 243 000 $. Donc, même avec une pénalité d'1 %, vous auriez quand même perdu 243 000 $ si vous aviez juste investi sur le marché canadien. Donc, en gros, c'est mieux de diversifier ses placements géographiquement malgré les pénalités sur les dividendes étrangers. En plus de ça, même si tu investis dans des dividendes étrangers dans tes comptes non enregistrés, tu vas quand même avoir une pénalité de dividende. Tu es imposé de toute façon automatiquement dans tes dividendes dans des comptes non enregistrés. Donc, le seul compte avantageux fiscalement pour les dividendes étrangers, c'est le REER. Donc, merci Danny pour ta question. Ça l'a permis de reparler d'un élément qu'on avait déjà discuté rapidement, mais d'y aller un petit peu plus en détail avec des chiffres en soutien. Troisième et dernière question pour l'épisode d'aujourd'hui, ça vient d'un... en fait, c'est pas que... il souhaitait rester anonyme parce que je vais partager des chiffres assez précis. Donc, c'est un accompagnement que j'ai fait dans le cadre du podcast. En fait, pas dans le cadre du podcast, mais avec quelqu'un qui m'a écrit parce qu'il écoute le podcast. Donc, il m'a écrit « Hey, salut, petite question REER et CELI dans le cas suivant. » Donc, j'ai utilisé ce cas-là parce qu'il est très similaire à ma situation et ça arrive au même constat que moi j'ai fait quand j'ai calculé mes chiffres pour choisir que c'était plus avantageux le CELI que le REER. Donc, salaire familial, 150 000 $. Il y a un fonds de pension à prestation déterminé pour 70 % de son salaire. Il veut prendre sa retraite dans 20 ans. Donc, dans 20 ans, il va avoir 70 % de son salaire qui va être rendu sûrement plus élevé à ce moment-là. Il a 2 enfants, 3 et 7 ans, donc ça ressemble à moi, 5 et 8 ans. Et il voulait investir 5 000 $ par année dans un FNB pour les 20 prochaines années, donc jusqu'à la retraite. Donc, sa question, est-ce que je suis mieux d'aller dans le REER ou dans le CELI? Ce que j'ai dit à l'époque, quand j'avais répondu, c'est que je n'avais même pas fait le calcul pour moi, donc j'en avais profité en même temps. Donc, je vais faire les estimations pour les 2 scénarios, donc REER, CELI, avec 7 % de rendement pour les 20 prochaines années. Donc, j'ai arrondi partout là, pour les besoins du podcast. Je vous donne des chiffrons. Donc, chicanez-moi pas si je vous dis 230 000 puis c'est 230 243 $ et 26 sous. Donc, je vais vraiment avec des chiffrons. Donc, j'ai gardé le même rendement pour le scénario REER et CELI pour comparer des pommes avec des pommes pour les 20 prochaines années. Donc, avec leur salaire actuel, ils ont des montants d'allocations canadiennes à peu près de 5 000 $. Donc, si le montant des allocations est investi dans le REER, j'ai ajouté, selon leur taux d'imposition actuel, 500 $ de plus. Donc, quand je vais investir dans le REER, je vais considérer 5 500 $ d'investissement au lieu du 5 000 $ qui sera mis dans le CELI parce qu'ils vont aller chercher plus d'allocations s'ils mettent 5 000 $ dans le REER. Le retour d'impôt, s'ils investissent 5 000 $ dans leur REER, ils vont recevoir 2 400 $ de plus. Donc, j'ai aussi ajouté ce 2 400 $ à leur investissement. Même chose, j'ajoute aussi l'allocation Québec qui est à peu près un 500 $ de plus à leur taux d'imposition. Donc, en gros, s'ils cotisent dans leur REER, ils ne cotisent pas 5 000 $ par année. J'ai fait comme s'ils cotisaient 8 400 $ parce qu'ils ont un retour et des allocations supplémentaires d'environ 3 400 $ par année. Donc, si on investit 5 000 $ chaque année dans le CELI et 8 400 $ dans le REER pendant 20 ans à 7 %, donc avant tout ça, c'est important de noter que dans le calcul du REER, je diminue le montant de 500 $ dans 10 ans parce que le premier enfant va être rendu à 17 ans et d'un autre 500 $ dans 14 ans parce que le deuxième enfant va être rendu à 17 ans. Donc, dans 10 ans et 14 ans, on va être à peu près à 7 400 $ pour les 6 dernières années qui vont rester.
Donc, dans le CELI, avec 5 000 $ investis pendant 20 ans à 7 %, on arrive à 230 000 $ dans 20 ans. Avec le REER, avec le 8 400 et la petite progression là, que je vous ai montrée avec la diminution des allocations, on arrive à 376 000 $ après 20 ans. Donc, on a 146 000 $ de plus dans 20 ans dans le REER. Ça n'arrête pas là, par contre, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il lui reste de plus dans les poches. Donc, le CELI est non imposable. Donc, dans 20 ans, il pourrait retirer 230 000 $. Avec le REER, selon les tranches d'imposition estimées avec son salaire, l'inflation et tout ça à la retraite, donc, on a estimé un taux d'imposition à peu près avec son fonds de pension de 48,7 %. Donc, si on met un taux d'imposition de 48,7 % pour les REER qui seront retirés, on arrive à 193 000 $ finalement après imposition, ce qui est 37 000 $ de moins qu'avec le CELI. Pour que ça devienne équivalent, donc que le scénario CELI et REER soit égal, il faudrait que son taux d'imposition soit 38,83 %, donc à peu près un salaire brut de 85-90 000 $ selon les tables d'imposition de 2022, ce qui est quasi impossible, en fait, ce qui est impossible juste avec son fonds de pension. Donc, le constat, ça dépend. Est-ce qu'il pense retirer tout ça pendant qu'il fait encore 150 000 $? Alors, le CELI est clairement gagnant, surtout si le retour de 2 400 $ d'impôt et de 1 000 $ d'allocation n'est pas réinvesti, qui est dépensé, bien là, c'est clair que le CELI est gagnant. S'il pense retirer tout ça autour de 39 %, les scénarios sont équivalents, mais j'irai avec le CELI pour être sûr. S'il croit être en mesure de retirer en bas de 38 %, le REER est plus avantageux selon le scénario calculé ici, qui n'est pas parfait, là, je le répète. Je ne suis pas fiscaliste, planificateur financier, j'ai fait ça dans mon sous-sol, les calculs. Mais dans ce cas-ci, ça semblerait être plus avantageux, le CELI, parce que juste son fonds de pension lui l'empêche en fait d'avoir un taux de décaissement qui est imposé de façon raisonnable. Donc, dans le meilleur des mondes, après 14 ans, quand leurs enfants sont rendus grands, ils pourraient arrêter de cotiser au REER puisque l'avantage est plus petit. Donc, vos enfants n'ayant plus d'allocation, ils pourraient alors cotiser les 6 dernières années le 5 000 $ dans le CELI. Donc, ça serait un mélange des deux, mais je n'ai pas fait le calcul pour voir à quoi on arrive. Donc, la question de cette personne anonyme était vraiment passionnante. J'ai fait le calcul pour moi, puis j'ai été surpris de voir que malgré nos salaires moins élevés un peu, là, de moi et ma conjointe par rapport à cette famille-là, on arrive sensiblement au même scénario. Donc, avec mon fonds de pension puis mes placements, je sais que mon salaire va être élevé à la retraite, puis que ma braquette d'imposition va l'être aussi. Donc, lorsque j'ai répondu à cette personne-là, j'ai changé ma stratégie. Donc, merci beaucoup. J'avais automatiquement l'impression que les milliers de dollars que je recevais en retour d'impôt et que je réinvestissais chaque année quand j'allais dans mon REER allaient battre automatiquement l'investissement dans mon CELI, mais je vois que fiscalement, ce n'est pas vrai. Donc, à partir de cette réponse-là, j'ai commencé à remplir mon CELI en priorité avant de recommencer à investir dans mon REER. C'est fou parce que quand on regarde les chiffres au début, au lieu d'investir 5 000, tu investis quand même 8 300 ou 8 400 $. Donc, moi, je me disais, c'est clair que c'est gagnant à long terme, mais je me rends compte avec mes calculs que ce n'est pas le cas. Donc, j'étais dans l'erreur pendant quelques années. Donc, le verdict qui me surprend ici, là, c'est que ce n'est pas automatiquement avantageux d'aller dans le REER quand on fait un gros salaire en haut de 100 000, comme j'ai souvent entendu. Il faut faire des calculs avec un professionnel. Vous pouvez m'écrire au besoin aussi, même si je ne suis pas un professionnel. J'ai fait les calculs pour plusieurs personnes jusqu'à maintenant. Et surtout de réfléchir à cette question-là si vous avez un fonds de pension. Donc, dans tous les calculs que j'ai faits jusqu'à maintenant, lorsque le CELI termine plus avantageux, même si on a un salaire élevé, c'est parce qu'il y a un fonds de pension. Et le fonds de pension nous empêche de décaisser de façon intelligente nos REER à un taux d'imposition plus bas. Donc, c'était ça pour aujourd'hui, un épisode des abonnés un petit peu plus long. J'espère que vous l'apprécierez malgré tous les chiffres qui ont été mentionnés. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien dans mon aventure podcasteuse et on se dit à mardi prochain pour le prochain épisode régulier. Ciao, ciao! Meet the new iCIMS, the single talent acquisition platform that's fully future-ready. It works wherever and however you hire, with insights no one else offers. One solution that fits seamlessly into your existing tech stack, which is why IT and HR leaders trust it. With the best of enterprise-grade software and AI, iCIMS helps you identify and secure the right talent faster. iCIMS, powering exceptional hiring. Learn more at iCIMS.com.